pas à la surface comme une affiche, vous voyez, ça reste pas à la surface, ça s'inscrit dans le lieu, et ça dit une présence, mais en même temps, je ne sais pas le faire du trompe-l'œil, j'affirme la fiction de ce que c'est j'affirme que c'est une image. Vous voyez, je veux dire, donc dans mon travail, il y a creuser l'effet réel et en même temps affirmer au théâtre, on dirait la distance. Vous voyez, l'effet réel, c'est le fait que c'est grandeur nature. On rencontre ça avec une forme de la rencontre et une espèce de sensualité. Je vais revenir là-dessus. Et en même temps, je laisse en général le papier blanc qui affirme que c'est une image. Et le noir et blanc qui affirme la fiction du dessin, en quelque sorte. Par contre, c'est vrai, c'est ce que je fais, plein de contradictions, bien entendu. C'est bien, c'est ça qui fait avancer les choses. En même temps, je tiens beaucoup au dessin. Par les temps qui courent, je dis là que choisir le dessin, c'est un choix éthique. Envahi que nous sommes par des images qui n'ont aucune consistance, qui n'existent pas. Affirmer le dessin, c'est affirmer une forme d'humanité. C'est-à-dire, tous les deux, nous sommes privilégiés. Nous avons visité la grotte Chauvet. 36 000 ans. Et les gens de la grotte Chauvet nous font signe. Le dessin, c'est la pensée et la main. C'est le signe de l'humanité. Et le dessin, par les temps qui courent, ça affirme la nécessité de la pensée. Prendre un temps biologique, un temps de la pensée qui va contre ce que on est en train de nous imposer. Et le dessin a ça aussi, c'est que le dessin ne montre pas seulement, et ça se sent dans toute l'exposition bâtie là-dessus, un dessin ne montre pas seulement la forme, ne montre pas seulement ce qu'il représente. Le dessin porte c'est pas un jeu de mots, le dessin m'emporte le projet. Dans le dessin, il y a la réflexion qui est à l'origine du dessin. C'est comme s'il était toujours en suspens, comme s'il était toujours en recherche. C'est une chose qui n'est jamais finie, je trouve. Enfin, moi, je dis de cette façon. Oui, non, mais c'est vrai que le côté inachevé, tu laisses toujours une main pas complètement finie, un membre esquissé, pour bien montrer que tu ne cherches pas à faire illusion, que c'est une œuvre qui n'est pas finie au sens léché ou académique du mot, et même que le travail de mémoire doit continuer. Je dirais en quelque sorte que le mur exsude le mort, mais le mort n'est pas tout à fait mort. C'est à nous de le prolonger en quelque sorte. Quand je dis le mort, c'est le personnage que tu évoques, que ce soit Maurice Audin, que ce soit... Alors aussi, il faut parler de quelque chose qui explique peut-être pourquoi ton travail résonne tellement chez les... On va dire chez les gens de lettres, enfin chez les écrivains, c'est que tu pars tout de même, tu as une référence constante, ce que l'art américain n'a pas, ce que le street art n'a pas. Et tu me diras d'où vient cette expression de street art. Parce qu'on dit souvent, Ernest, c'est la vedette du street art. Moi, je dis, ah bon, vous ne pourriez pas parler français d'abord? Et puis, je ne crois pas qu'il y a d'affaires. Enfin, en tout cas, c'est vrai que tu es très français, en ce sens que chez nous, la tradition plastique est liée avec la tradition littéraire. Il y a un humus, qui est un humus à la fois mythologique et romanesque et poétique. Et là, tu as très bien, dans l'expo, très bien montré la galerie de poètes qui t'inspirent et que tu fais respirer parmi nous, ça, comme des revenants. Il y en a que j'ai connus, comme Pablo Neruda. Il y en a que je n'ai pas connus, comme Pasolini. Évidemment, pour des raisons graves, Artaud. Et nous n'avons pas rencontré Rimbaud. Bon, il faut s'y faire. Mais en tout cas, tu
fais vivre ces présences littéraires. Et ça, je pense que c'est pourquoi sans doute tu as là dans ta galerie de fans, si j'ose dire, enfin en français d'admirateurs, tu as tellement de poètes, de romanciers, d'essayistes, parce qu'on se sent en confiance avec toi. On a l'impression que tu prolonges la course de relais, quoi, avec d'autres moyens que la plume de l'écrivain, avec la plume du dessinateur, et que nous partageons au fond, la même mémoire, et une mémoire que tu rends, comme tu dis si bien, que tu représentes. Je prends le mot partagé, c'est-à-dire que moi, ce que je propose, là, je vais garder le mot œuvre, je vais plus dire travail. Tu as raison, c'est vrai que c'est une solution facile, on dit tous mon travail. Mais mon œuvre, mes œuvres, surtout, pour que ce soit clair, ce ne sont pas mes dessins. C'est ça, le malentendu, souvent, c'est ça. On a privilégié le dessin. En fait, si on veut parler d'œuvre pour ce que je fais, l'œuvre, c'est ce que provoque le dessin. C'est ce que provoque le dessin. C'est-à-dire que mon travail, ça peut se résumer comme ça. C'est une intervention plastique dans le réel, et l'œuvre, ce sont toutes les résonances sociologiques, dramatiques, poétiques, ontologiques que provoque la présence d'une image humaine. Je viens réinscrire l'histoire humaine dans des lieux. Mon travail, c'est un peu ça, Et l'œuvre, c'est pas le dessin n'est qu'un outil, qu'un médium dans la proposition. Et ce que je fais, c'est ma palette, et c'est pour ça que je crois que c'est souvent assez bien reçu. Mais quand j'ai bien bossé sur les villes, c'est le cas notamment à Naples, c'est que ma palette, les matériaux, c'est ce que nous partageons. C'est-à-dire que quand on partage la ville, on partage du temps, on partage de l'histoire, on partage de l'espace, on partage du symbolique. Et c'est tout ça qui fait mon œuvre. Mon œuvre est constituée de tout ça. Et l'inscription de mes images là-dedans vient densifier toute cette réalité, cette complexité. Voilà. Donc, mon travail, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je sais que je vais travailler sur un lieu, j'essaie d'appréhender ce lieu dans toute sa complexité, j'y vais à toutes les heures de la journée, je regarde comment le soleil fonctionne dessus, la texture du mur, la couleur, la façon dont on va approcher le mur, si on le découvre au coin d'une rue ou si on marche vers lui comme un zoo. Vous voyez, je fais une approche de peintre ou de sculpteur du lieu. J'essaie de choper tout ce qui se voit. Et simultanément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'essaie de saisir tout ce qui ne se voit pas dans le lieu. La mémoire enfouie du lieu, tout son potentiel symbolique. Et l'image, j'élabore mon image en tenant compte de tout ça à la fois. C'est-à-dire des problèmes plastiques que pose le lieu. C'est pour ça que le dessin là est très, très utile, parce qu'il y a des problèmes d'anamorphose, de distorsion, de prise en compte de l'espace réel. Comment inscrire une image en 2 dimensions dans l'espace réel? Donc là, il y a des problèmes très spécifiques que je peux résoudre. Quelqu'un me dit pourquoi tu ne mets pas des photos? Avec des photos, ça ne marche pas. Il n'y a qu'avec le dessin que je peux résoudre les problèmes plastiques que pose cette inscription de l'image dans l'espace réel, et puis les problèmes plus complexes de ce qui est figuré et de ce que doit suggérer, de ce que doit dire, de ce que doit suggérer l'image. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Ton œuvre, au fond, c'est une opération, à chaque fois. Une opération conjointe de toi et de celui qui regarde ou de celui qui se heurte à ton image. Donc c'est un travail, c'est vrai, ton œuvre, c'est pas ton travail, c'est le travail de celui qui doit le regarder, le comprendre, etc. Mais je vais te faire une critique. Je note chez toi un agacement
quand on dit que tu dessines bien. Alors il faut comprendre, parce que personne n'est parfait, toi non plus, on est toujours très poreux, on est toujours très sensible à ce qui se dit, à sa réputation. Alors, les gens qui n'aiment pas trop Ernest disent « Ah, mais vous savez, c'est un peintre académique. » Alors, il ne veut pas être traité de peintre académique, pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'un écrivain n'aime pas qu'on dise de lui « Ah, mais il écrit très bien, c'est très brillant, donc ça veut dire je m'en fous. C'est comme ça. » Alors que l'écrivain voudrait, je dirais, s'attache au fond de ce qu'il dit et pas simplement aux assonances, au rythme et aux allitérations. Et toi, je pense que tu as tellement intégré, à tort, l'accusation d'être un excellent dessinateur dans un moment où c'est la perte du métier qui donne le là. Dans un moment où il faut faire du bad painting, de la mauvaise peinture au sérieux. Donc, tu intègres ça en disant non, ne croyez pas, je ne suis pas dessinateur, moi je fais un truc comme ça, mais c'est pas. Voilà, n'importe qui. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il faut. Moi, je proteste. Tu es un excellent dessinateur, c'est pas pour rien qu'on évoque à ton propos des gens comme Ingres. Tu as fait d'ailleurs à Montauban une très belle exposition. Bah oui, Ingres, c'est pas de sa faute. Il était un excellent dessinateur. Ernest Pignon aussi. Il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas une preuve, c'est pas un défaut, c'est pas une preuve de conformisme. Tu as intégré ce discours complètement idiot en t'en défendant. Alors c'est très bien, tu es modeste et tout, mais non, moi je dis que tu as un extraordinaire talent de rendu, de finesse, de relief, de valeur, et que tout ça, c'est pas parce que ça ne s'enseigne plus à l'école des Beaux-Arts, on préfère souvent faire des cours de marketing que des cours de dessin, c'est pas parce qu'il y a cette atmosphère-là que tu dois te cacher derrière ton petit doigt. Je prends la critique comme un compliment, hein. C'est gentil. Ouais. C'est vrai. C'est indispensable. Vous savez, si on met un dessin sur le mur blanc de musée, avec une Marie-Louise autour, un cadre, tout ça, dès qu'on est un peu malin, qu'on a un peu fait, on fait 2 faux traits de construction, quelques coulures, quelque chose, et le dessin il tient le coup, avec un peu d'expérience. Quand on met un dessin dans une rue de Naples, dans ce bordel visuel, vous voyez, les trains aux fenêtres, les cariatides, les moulures, les Vespas, et tout ça, pour que les images existent, qu'elles aient une présence, il faut qu'elles soient très, très, très étayées, travaillées. Sinon, elles ne tiennent pas le coup. Je peux vous montrer dans tout ce que je fais, il y en a quelques-unes que je fais trop vite, et elles ne supportent pas, parce que c'est très exigeant. Vous savez, 99% des dessins sont pensés pour être découverts frontalement. Vous voyez, c'est une construction. Quand on les fout dans une rue, et notamment les rues de Naples, parce que c'est là que j'ai le plus de plaisir à travailler, puis là c'est le plus proche de Nice, on chope le dessin dans une rue étroite, aussi bien par la droite que par la gauche. C'est une appréhension complètement totale. Ça nécessite de travailler l'espace dans lequel on inscrit le corps, sans faire des anamorphoses, mais des choses de cet ordre, de distorsion. Vous voyez, il y a un gros l'inscription dans la rue nécessite un gros travail de dessin, sinon ça ne tient pas le coup. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu parce qu'il y a des exigences très spécifiques. Et notamment, par exemple, pour répondre quand on a dit c'est un dessin académique et tout ça, on dit toujours mal entendu, on ne dit pas mal regardé, c'est dommage.
les gens qui ne savent pas regarder, je veux dire que l'espace de mes dessins n'a rien à voir avec l'espace de la peinture académique. C'est vraiment un manque de culture que ça. On m'a enseigné ça plein de fois. Et sinon, je voulais dire tout à l'heure, je ne vais pas terminer, je veux dire, donc je disais que mon dessin, l'image, mon image est le fruit de cette approche à la fois de tout ce qui se voit et de tout ce qui ne se voit pas dans un lieu. Et quand je viens l'inscrire dans le lieu, elle a un rôle. Elle fait du lieu un espace plastique. Elle travaille le lieu plastiquement, ce que font beaucoup d'artistes, notamment Burel, font les murs, font du lieu un espace plastique. Je me sens proche des questions qu'il pose quand il fait ça. Mais en même temps, j'essaie de travailler le lieu, pas seulement plastiquement, j'essaie de travailler le lieu au niveau du sens, au niveau de sa symbolique, au niveau de ce qu'il provoque dans la mémoire. J'essaie de faire en sorte que la sensation présente soit toujours inséparable de l'ancien contexte du lieu, si vous voulez. Vous voyez, d'inscrire dans le temps, affirmer la mémoire. Il y a cette dimension. Je voudrais, tout à l'heure, j'essaie d'obtenir une espèce de présence physique charnelle, parce que ça dépasse. Je me suis rendu compte de ça beaucoup en travaillant sur Pasolini. Pasolini affirme le caractère charnel dans son cinéma, dans sa poésie, dans ses romans, et le caractère charnel des lieux et des gens. Et c'est paradoxalement, au début je croyais que c'était une contradiction. En fait, c'est dans cette logique-là, c'est cette dimension charnelle et sensuelle qui révèle et qui affirme la dimension sacrée de l'individu. Et c'est cette dimension que j'essaie de travailler. C'est-à-dire que dans un de tes derniers livres, j'allais dire les derniers, mais tu as vu, on publie 2 autres depuis, tu cites, j'ai fait attention en toi parce que il y a des références à Nice, tu cites une phrase de Romain Gary, que je ne connaissais pas, qui est extraordinaire. Il dit, tu te rappelles ça? Il dit que l'homme, sans les mythologies de l'homme, c'est de la barbaque. C'est affirmer cette dimension-là. Ouais. Et dans ton livre, tu parles d'espèce de comment d'oubli du mythologique, quoi. Non mais alors, il ne faut pas me parler de Gary parce que ça me donne envie de pleurer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris que Gary était un génie, je n'ai pas compris que Gary était un homme extraordinaire de son vivant. Gary, c'est compliqué, c'est 2 en 1, si j'ose dire, à la fois Aja et Gary. Et on ne connaissait que le romancier réaliste ou un peu la vedette de Paris Match. Donc personnellement, j'ai souvent croisé Gary et je me reproche de n'avoir pas compris que c'était un bonhomme immense. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec toi. On est d'accord sur Gary. Ouais, l'homme sans mythologie de l'homme, c'est de la barbaque. C'est-à-dire que c'est, disons, la réduction à l'homo economicus, l'homme économique, qui nous est aujourd'hui présenté, qui est à peu près de la barbaque. Bon. Mais cela étant dit, tu fais référence à Buren. Alors c'est vrai que Buren, il a comme toi le don de rendre visibles certains lieux qu'on ne voyait plus. Bon. Mais Buren, c'est du décoratif finalement. C'est je dirais, un complément d'architecture. C'est optique, c'est rythmique, c'est une certaine harmonie, mais c'est totalement creux. C'est-à-dire que ce que tu fais ne peut pas se comparer. Parce que dans ce que tu fais, je vais dire, il y a de l'âme, et il y a de l'âme parce qu'il y a de la chair. Il y a du charnel dans ces corps. Et ce que tu fais,
ça déstabilise, ça émeut tout simplement. Moi, excuse-moi, purée, ça m'émeut pas. Bon, moi, c'est peut-être un tort, mais je ne me sens pas intrigué, je ne me sens pas encore moins bouleversé. Non, c'est un travail, très bon travail, d'un bon décorateur. Mais c'est en extérieur. C'est en extérieur. Toi, tu es en intérieur. C'est différent. Petit parc aussi. C'est vrai que Buren est un type très intelligent, qu'on aime bien, etc., provoquant, dialectique, bon, il y a toutes ces qualités du bon. Et toi, tu travailles en intérieur, tu travailles en extérieur, c'est différent, me semble-t-il. Donc, il faut que tu aies un peu plus d'estime de toi. Non, je sais que Buren pose des problèmes plastiques, comme ça, qui sont intéressants. Vous voyez, moi, je suis à l'affût. C'est vrai que ça me bouleverse pas, mais je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Nous avons eu la chance dans la région d'avoir des gens comme Viala, il y a Noël Dolac et là et tout, ils ont posé des problèmes plastiques qui sont intéressants. Et puis moi, c'est un agitateur. C'est ça. Moi, mon travail est à 100 lieues, mais il pose des questions qui ont fait avancer nos problématiques, quoi, qui sont intéressantes. Voilà. Je sais que j'ai vu Noël tout à l'heure, les gens de support se fassent, il y a eu Viala longtemps ici, ça, c'est intéressant. Je voulais te répondre sur Street Art tout à l'heure, j'ai laissé passer. Ah oui, alors oui. Il lui répond, il reprend le micro, l'autre. Parce qu'aujourd'hui, pour être pris au sérieux par la critique, etc., il faut avoir le label Made in United States. Si vous n'avez pas ce label, bon. Et je trouve extraordinaire que pour labelliser Ernest Pignot, on est forcé d'aller parler de street art que tu avais fait, je pense, que tu avais inauguré bien avant et dans un tout autre esprit. Il y a là une usurpation, une spoliation, une aliénation contre laquelle je proteste, contre laquelle la ville de Nice doit se manifester. Je suis complètement d'accord sur le terme aliénation. C'est une mentalité de coloniser, quoi. Je fais, l'exposition montre, j'ai ce type de démarche depuis 50 ans. Et ils ont trouvé ce vocable il y a 4-5 ans, street art, quoi. Je veux dire, moi, jamais je me mets ce truc, on m'associe à ça plus ou moins, mais ça arrivait, cette dimension dévoyée, alignée, un peu servile, arrive à ça, c'est qu'il y a certains des livres sur le street art qui font démarrer le mouvement aux États-Unis. Oui, je veux dire que, alors, Kifarin ou Basquiat ont fait des trucs dans les métros dans les années 80, c'est-à-dire 20-30 ans après parce que des gens sont intervenus dans l'espace réel. Ici, même Buren, même Noël de là sur la plage, là où Aquaraz, les gens de support surface, ont fait des interventions in situ comme ça, 30 ans avant les Américains. Vraiment. Et on a tout le temps cette mentalité de coloniser, insupportable comme ça. Sinon, par rapport au street art, je crois que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent le montre assez. Je n'expose pas de l'art dans la rue. Vous voyez, je comprends que les gens le fassent. Il y a des gens qui ont une vraie création, qui ont trouvé une vraie écriture avec le spray, avec la bombe et tout. Il y a des types qui ont un vocabulaire graphique très intéressant, tout ça. Mais moi, mon travail ne peut pas se résumer à je mets de l'art dans la rue. J'essaie plutôt de faire de la rue elle-même l'œuvre. Vous voyez, en quelque sorte. Au moment où on disait que je faisais des œuvres en situation, je dis non, je fais œuvre de la situation. Vous voyez, c'est-à-dire que je prends le temps, l'événement, qui font partie le contexte et l'œuvre elle-même. Voilà, j'ai rien à voir avec ces travaux qui sont de l'ordre de la décoration de la rue. Certains sont très bien, hein, c'est pas du tout une critique, mais je ne sens rien de commun avec. Voilà. Donc tu as protesté? Moi, chaque fois qu'on m'interviewe, je dis ça.
je veux dire que chaque fois que je participe à un colloque, en plus quand l'année dernière j'étais invité à un colloque sur le street art, il y a 2 ans, il me présente comme le pionnier, comme disait le premier et tout ça. Je lui dis, écoutez, la semaine dernière j'étais justement à la grotte Chauvet. Il faut être sérieux, quoi. Voilà. Moi, j'ai plein de choses à dire encore, mais je ne sais pas sur lesquelles mettre l'accent. Est-ce qu'on me demande s'il y a des questions? Tu veux voir Rebecca? Peut-être que notre ami a des questions. Ah oui, Rebecca, excuse-nous, on ne s'est pas tourné vers toi. Pardon. Ah oui, vous avez posé une question. Oui, comment on s'est rencontrés? Alors. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu Régis Debray, je veux dire que j'ai préparé ça, vous savez ce qu'il représente pour les gens de notre génération, c'est un repère tout le long, vraiment, c'est un repère, c'est le penseur de notre génération, c'est la référence. Pour moi, c'est notre génération. Non, tu vas perdurer, mais pour nous, c'est un repère, c'est Cuba, c'est Guevara, c'est Alien, voilà. Et un jour, j'ai eu une invitation absolument improbable. On m'appelle, l'ambassade de Cuba m'appelle. Il me demande si je peux. Je n'ai même pas compris s'il me demandait d'aller à l'ambassade de Cuba ou à Cuba. Donc j'ai retéléphoné, je m'appelais, parce que le type parlait pas bien français, je ne parle pas espagnol malheureusement. Et je rappelle, il me dit non, vous partez tout à l'heure à Cuba. Il était mort à l'époque Carpentier, le immense écrivain, qui était ambassadeur de Cuba. Non, attaché culturel. Attaché culturel. Moi voilà. Et donc, on m'invitait à être dans l'avion qui amenait son corps à La Havane. Et donc, il y avait Régis Debray là. Voilà. Donc, c'est la première fois que je t'ai rencontré. Oui, mais effectivement, ça vaut la peine qu'on y revienne. D'abord, Aléro Carpentier est un immense écrivain, très sous-estimé. C'est lui d'ailleurs qui a lancé le mot réalisme merveilleux. Le réalisme merveilleux, sauf que Garcia Marquez, d'autres ont ensuite illustré. C'est lui qui a inventé cette expression. Il était. On est là en 1971, je crois, ou 72. Hein? Ah non, on est dans les années 70. En tout cas, dans les années 70. Et... Ça va? Oui. Non, ah non, c'est avant 80. Quoi qu'il en soit, moi je me souviens très bien de la scène. Nous étions au cimetière, Fidel Castro est arrivé. Oui, on a eu une longue conversation avec Fidel à ce moment-là. Pour moi, c'est 1972, 1973. Et c'est là qu'effectivement nous nous sommes connus. Il y avait une photo où Ernest monte la garde. C'est 80. Bon, ben voilà. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de la mémoire d'Ernest, parce que moi, je n'en ai aucune. Plutôt, j'ai la mémoire visuelle des scènes, mais j'ai aucune mémoire chronologique. Et je me souviens très bien, effectivement. Alors oui, il y a une photo de toi où tu montes la garde dans le palais de la Révolution, autour du cercueil selon les rituels socialistes de l'époque, n'est-ce pas? Et c'est là, oui, où nous sommes connus. Je veux raconter parce que ça permet de dire 2 mots sur quelque chose qui dans l'exposition n'est pas clair du tout. Moi, j'étais stupéfait d'être invité là, parce qu'il y avait des personnalités comme Régis Debray, comme René Depès, des grands écrivains, tout ça. Moi, j'avais jamais fait une expo, je veux dire pourquoi. Donc, quand on descend de l'avion, Madame Carpentier demande qui est Ernest Pinault, elle dit, j'avais eu ma première exposition quelques mois avant, c'est pour ça que je savais la date, au Musée d'Art Moderne de Paris. J'avais eu une grande exposition au Musée d'Art Moderne de Paris en 1979. Et Madame Carpentier nous dit, mon mari a tellement aimé votre exposition, nous sommes allés plusieurs fois, je tenais à ce que vous soyez son enterrement.
Voilà. Donc j'étais stupéfait parce que j'avais lu Le siècle des Lumières, Le partage des eaux. Oui, car c'était un musicologue. Oui, c'est ça. Voilà. Et le concert baroque. Et dans l'exposition, il y a quelques photos qui ne correspondent pas bien. Et donc quand je suis rentré de la Havane, d'ailleurs j'ai eu une histoire extraordinaire en même temps, toi tu as dû partir, moi je suis resté 4-5 jours de plus. Et un matin, je descends déjeuner avec Claude Couffon, vous savez, qui est le traducteur de Pablo Neruda, entre autres. Et donc je m'étais baladé dans la Havane avec le poète Nicolas Guillen, notamment. Et un matin, je descends, je me mets à table avec Claude Couffon, et il y avait un autre type qui parlait. Je me mets dans la conversation, et puis au bout d'un moment, je comprends que c'est Marquez. Comme c'était Victor Hugo, quoi. Et je ne m'étais pas rendu compte, comme il parlait français, toi tu le connaissais, il parlait français, je m'étais même glissé dans la conversation, comme ça, quoi. Puis, c'était un souvenir de ça vraiment extraordinaire. Quand même, vous voyez que ça représentait 30 ans de solitude. Voilà. Et la semaine d'après, en rentrant, je rencontre Bernard Lubat, vous savez, c'est un mec de jazz génial, qui fait le festival à Uzès. Il me dit, tu veux pas faire quelque chose chez nous? Je lui dis, on fait un hommage à Carpentier, on fait le concert baroque. Et donc j'ai fait ce parcours, il y a quelques photos dans l'exposition, qui est inspiré du concert baroque, avec plein d'anachronismes. Et j'ai travaillé avec Michel Portal, Louis Clavis, tout ça sur ce parcours, voilà, qui est dans l'exposition. En fait, Carpentier était un grand musicologue, un spécialiste de Vivaldi, de la musique baroque, effectivement. Mais puisqu'on est dans les confidences, c'est son grand livre qui s'appelle Le siècle des Lumières, El siglo de las luces, qui m'a amené en Amérique latine, puisque ce livre est un roman historique, mais beaucoup plus historique, qui retrace un peu à travers le personnage de Victor Hugues, envoyé de la Révolution française pour libérer les esclaves en Guadeloupe et Martinique, et qui va se retourner en devenant un préfet de Napoléon qui va rétablir l'esclavage. C'est un roman magnifique, c'est un roman qui a toutes les odeurs, tous les rythmes, toutes les séductions de l'Amérique des Antilles, en tout cas. Et c'est un roman qui a joué un rôle extrêmement important, qui est très bien traduit, mais qui malheureusement, Carpentier, qui est un peu le père du roman latino-américain, et que Garcia Marquez, Gabo, comme on disait, reconnaissait comme tel, n'a pas en France la réputation qu'il mérite. C'était un grand ami de Robert Desnos, puisqu'il avait fait partie du groupe surréaliste. Il m'a beaucoup parlé de Robert Desnos. Il était en fait un franco-cubain. Carpentier est un mot normand. Et ce qui me plaisait beaucoup chez lui, c'est qu'il parlait l'espagnol avec le même accent français que moi. Oui, Desnos est allé à Cuba avec lui, je crois. Oui. Et ensuite, j'ai rencontré Joseph parce qu'il avait la responsabilité du pavillon français à l'exposition de Séville. Et il m'a proposé d'y faire une exposition. Ça a été très important pour moi. Alors, vous avez une autre question? C'est le public. On a répondu à tout. Si, moi, Une question. Je vais te poser une question, tu ne vas pas la juger trop idiote, j'espère. Je voudrais savoir, est-ce qu'on apprend à dessiner et quel a été le rôle pour toi, si tu as été dans une école des beaux-arts, quels ont été tes maîtres, comment devient-on Ernest Pignon? Je laisse de côté la sociopolitique, je laisse de côté la philosophie, je voudrais savoir comment devient-on l'artiste. Est-ce que tu as été dans une école des beaux-arts, avec qui as-tu appris, quels ont été tes maîtres? Non, moi, j'ai rien appris, moi. Donc, j'étais à l'école Carmer, là, du quartier. Puis j'ai été à l'école Bressot jusqu'en 3e. Et puis après, tout de suite, donc j'avais 15 ans et demi, 16 ans, il y a un
architecte du quartier qui m'a engagé pour faire des dessins. Donc je dessinais toujours. J'avais vu que j'étais vraiment pas assez bon au foot. Heureusement, je dessinais, j'avais toujours dessiné. Moi, non, j'ai appris nulle part, j'ai pas fait d'école, quoi. J'ai pas fait d'école, je dessinais comme c'est le cas quand dans un milieu pas particulièrement branché sur la peinture. Je disais, notre culture dans ma famille, c'était plus le sport, qui est une culture aussi. Donc j'ai commencé en peignant sur ma famille de Sospel, j'ai peint le pont de Sospel, des trucs comme ça. Et puis à 12 ans, donc je le sais parce que quelqu'un m'a envoyé le numéro. En 1955, il y a eu un numéro spécial de Paris Match sur Picasso. Et jusque-là, je payais la fontaine de Sospel et le pont de Sospel. Et je fais un raccourci, mais c'était de cet ordre, quoi, des cartes postales. Quoi. Vous voyez comment on peint quand on n'est pas dans le milieu. Et là, je découvre Picasso, les dessins de Sylvette, puis Paris, puis Guernica. Et du coup, dès que j'ai 13 ans, je fais d'autres types de dessins. Quoi, et je me mets à dessiner. Je vois beaucoup à Paris Match. C'est pas des blagues, vraiment, c'est la réalisation. Et un jour, j'ai dit ça dans une émission de radio, et un type a retrouvé le numéro de Paris Match, qui est de 53. Je crois que c'est de 53, donc j'ai 12 ans, très long. Et donc, après, c'est de dessiner. Le fait de mettre, ce que je disais tout à l'heure, mettre les dessins dans la rue m'a obligé à aller travailler beaucoup. Si j'avais fait de la peinture, j'aurais fait quelque chose de plus expressionniste. Hein, je m'intéressais à ce que faisaient les amis ici. J'ai la chance de connaître Armand, même Marcel Ray, de connaître Dela, Viala, tous ces gens. Mais je m'intéressais. J'aurais pas fait ce genre de recherche. Donc j'aurais fait sûrement une peinture figurative. Peut-être pour les gens qui connaissent ici, il y a un peintre que je trouve un très bon peintre qui s'appelle Franta. Vous voyez, voilà. Peut-être j'aurais fait des choses un peu dans cet esprit. Bacon, Picasso, vous voyez, voilà. Et le fait d'intervenir, vous savez, je suis intervenu dans la rue parce que c'était un échec, par échec, c'est-à-dire que ce type ce mode d'intervention est venu parce que j'ai constaté que, comment je fais un résumé là, j'ai quitté un moment, j'ai gagné un peu d'argent, j'avais de quoi vivre une année, j'avais fait les plans de la villa d'un dentiste et j'avais des honoraires. Je me disais, je peux vivre un an à peu près, mais à Nice c'est trop cher, puis je vais un peu me concentrer. Je suis parti m'installer dans le Vaucluse, dans un petit village de Vaucluse. J'ai loué un ancien café, c'était 5000 anciens francs par mois, un ancien bistrot pour atelier. Et puis, donc je m'installe là, j'avais plein de rouleaux de toile et tout, j'allais faire des grands tableaux. Et j'apprends qu'à 30 km s'installe la force de frappe atomique. Vous vous rappelez le plateau d'Albion, c'est-à-dire René Char, Provence mutilée. Moi, c'est les poètes, c'est René Char, c'est l'alerte de René Char sur ce que représentait l'installation de la force de frappe qui m'a sensibilisé. Je me mets à étudier ça. Comment je vais exprimer ça? Comment exprimer ces milliers de fois Hiroshima enquistés sous les champs de lavande? Vous voyez, comment exprimer ça? La beauté de ce paysage, cette puissance de mort, se tournant dans l'histoire de l'humanité que représente le nucléaire, l'homme capable d'annihiler l'homme. En plus, je suis né à ces années-là, l'année d'Hiroshima. Donc, j'essaie de traiter ça en tableau et je me rends compte qu'il n'y a on peut pas, enfin pour moi en tout cas, d'abord je constate que je ne suis pas Picasso, que je ne ferai jamais Guernica, que je ne suis pas capable de traiter ce thème-là avec le tableau. Avec le sentiment que c'est un peu la peinture qui ne peut pas résoudre ça, et la peinture et les modalités de diffusion de la peinture. Vous voyez, je vous dis, si j'ai, dans le meilleur des cas, je fais une expo à Carpentras ou à Avignon, vous voyez, c'est dérisoire par rapport à ce que représente ce thème. Et donc, peu à peu, comme je réunis toujours beaucoup de documents, que je lis beaucoup, je découvre cette photo que vous avez vue, qui est à l'entrée de l'exposition, qui représente la silhouette d'un homme, juste un fantôme comme ça. En fait, c'est une photo terrible, c'est l'éclair nucléaire qui a annihilé ce mec. Il ne reste plus de lui que cette ombre. Vous voyez, je veux dire. Donc, à partir de cette ombre, je fais des pochoirs
et je les implante sur les chemins qui vont vers le plateau d'Allemand. Je me dis que ce sont les lieux eux-mêmes qu'il faut stigmatiser. Vous voyez, on ne peut pas représenter ça. Voilà. Et je pars de ça. Et je me rends compte après, rétrospectivement, deux choses qui étayent un peu mon travail. C'est que d'une part, c'est une surprise. La première fois, j'interviens avec l'image d'un homme grandeur nature dans la réalité, et c'est au fond ce que je vais continuer à faire pendant des années, dont je ne me doutais pas. Et puis vous savez, on met Pline l'Ancien dit, mais à l'origine du dessin, l'ombre portée, la fille d'un potier qui dessine le portrait de son fiancé. Donc, à l'origine du dessin, il y a l'idée que c'est une ombre portée. Et là, à l'origine de tout mon travail, il y a une ombre portée, mais qui n'est pas une ombre portée provoquée par le soleil, mais par l'éclair nucléaire. Donc, mon travail est marqué un peu de ce saut-là. Écoute, puisque je ne vais pas te suivre sur ces chemins escarpés profonds, mais je vais te poser une question anecdotique. Tu as parlé tout à l'heure de Paris Match, de photographie et de l'expo de Séville. Il me revient qu'on a fait une formidable photo à Paris qui rassemblait tous les grands peintres de la place de Paris. Il y avait Alechinsky, il y avait Matin, il y avait toi, il y avait Soulard, je crois, Télémaque, bon, bref. Ils étaient les vingtaines, c'est Paris Match qui nous avait commandé. Et bien, elle n'est jamais parue. Ça n'a pas été jugé assez chic, assez américain, assez street art, tu vois. Mais cette photo demeure, elle a une grande importance historique. Mais alors, ma question anecdotique, c'est, et l'école de Nice, alors, tu en fais partie? Qu'est-ce que c'est que l'école de Nice? Est-ce qu'un jour vous êtes vus ensemble, comme on a essayé de rassembler, nous, c'était 94, hein, l'expo de Séville. Ouais, l'exposition universelle. 92, oui, pardon. 92, c'était en fait la rencontre des deux mondes, la découverte de la mer par Christophe Colomb, le 5e centenaire. Mais alors, est-ce que vous vous connaissez les uns les autres, ceux qu'on appelle les membres de l'école de Nice? D'où est née cette appellation? Et est-ce que c'est pour toi purement anecdotique, ou il y a un esprit de l'école de Nice entre Marcel Arndt, Ben et d'autres? J'ai jamais très bien compris. Non, non, c'est pas ironique. Hein. Ça a été très important. On doit tous, après éventuellement, je peux faire quelques réserves, parce qu'il peut rendre compte de tout le monde de l'exposition ici. Mais on doit tous beaucoup à Ben quand même. Le magasin de Ben rue de l'Escarène à la fin des années 50 était vraiment important. Il n'y avait pas, ici, il faut mesurer ce qui se passe culturellement à Nice actuellement. Il y a beaucoup de choses dans ces années-là. On était vraiment démunis. Et tous les gens qui faisaient un peu une chose un peu singulière passaient au magasin de Ben. C'était le lieu de rencontre. Moi, j'ai connu Le Clésio, Manaval, Daniel Pigat, Armand, Bernard Venet, Yvette, ma compagne. Daniel Pigat, c'était le lieu d'effervescence, quoi. Ça compte vraiment. Là, Ben a compté beaucoup pour ça, parce qu'il était au courant des happenings à Prague, des gens de Nemzipek, du Fluxus, de plein de choses. Donc, les gens s'y croisaient, probablement aussi je l'ai rencontré là. Non, Noël Dolan est du même quartier, donc je ne l'ai pas rencontré chez Ben, mais dans cette époque, il y avait tout ça. Moi, comme les grandes figures de l'école de Nice, c'était Armand, c'est les objets, c'était l'accumulation, tout ça. Moi, je n'avais rien à voir avec ça. Sinon que je voulais faire des trucs en résine, je suis allé passer plein de journées chez Armand, parce qu'il m'a aidé, il m'a appris à faire du polyester. On se rencontrait. Dans le livre, tu as vu, il y a un texte de Marcel Reiss même. J'étais très touché que Marcel Reiss écrive son travail. Là, j'admirais beaucoup Manaval, qui était un des grands artistes de cette époque.
il y avait un type aussi qui fait du cinéma qui s'appelle Robert Botty. Il y avait, au magasin de pain, il y avait plein de choses qui se passaient. Mais ça ne faisait pas vraiment une école. Les choses sont tellement différentes plastiquement. Il y a eu ce courant qui allait vers support surface. Donc, Viala, Louis Kahn, Noël Dollard. Il y en a d'autres, encore plein d'oubli. Il y en avait plusieurs d'autres, un niçois. Dites-le, Sophie connaît. C'est tout. Pardon? Ouais, je ne sais plus. Donc moi, après il semble qu'il y a des nouvelles vagues d'écoles de Nice qui se succèdent. Tout le monde veut avoir le label école de Nice. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Donc, je pense que mon travail est nourri d'une sensibilité très latine et très niçoise. Je crois que je vois beaucoup à Nice. Cette relation à la rue et tout ça. Et ce que je fais à Naples, c'était au fond un salut à mon histoire de Nice. Parce que je travaille à Naples, cette espèce de ces glissements, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne, nous avons un peu la même histoire. Une autre chance pour le public?